Mon mari m'a appelé au travail, je viens d'hériter de la fortune de mon oncle, 800 millions. Fais tes valises et quitte notre appartement immédiatement. Quand je suis rentré à la maison, il avait déjà préparé les papiers de séparation. J'ai calmement signé les documents et j'ai dit, profite bien de ta nouvelle fortune. Et il a ri, je m'appelle Sophie. J'ai 42 ans, et mon mari depuis 15 ans a mis fin à notre mariage par téléphone pour m'annoncer qu'il venait de recevoir un héritage de 800 millions de dollars. Avant de vous raconter comment il a fini par s'effondrer dans une boutique de luxe, à peine 3 jours plus tard, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où voyagent ces histoires. Tout a commencé un mardi tout à fait ordinaire, d'une banalité assommante. J'étais à mon bureau, dans un cabinet comptable de taille moyenne en ville, entouré par le monde réconfortant et ordonné des tableurs et des états financiers. L'air sentait légèrement le café et le papier recyclé. Dehors, derrière ma fenêtre, la vie suivait son rythme habituel. Pour moi, la vie était une question de rythme. C'était une question de prévisibilité, de logique, et de la satisfaction tranquille d'un grand livre comptable équilibré. Les chiffres ne mentent pas. Les gens, si. Je ne savais juste pas à quel point. Pendant 15 ans, mon salaire stable, mon emploi sûr, avait été le socle de notre vie, la fondation sur laquelle mon mari, Richard, avait bâti ses très nombreux châteaux en Espagne. Mon téléphone a vibré, bourdonnant contre une pile de factures. C'était Richard. J'ai souri, un petit geste automatique. J'ai supposé qu'il appelait pour prendre des nouvelles, peut-être pour se plaindre d'un client, ou pour me vendre sa dernière idée infaillible. Notre mariage était devenu un rythme en soi. Son énergie chaotique, mon calme constant. Et, ai-je répondu, ma voix joyeuse, le son d'une femme qui croyait encore faire partie d'une équipe. Sophie, sa voix était plate, froide, un ton que je n'avais pas entendu depuis des années, pas depuis que j'avais refusé de co-signer un prêt pour l'une de ces entreprises les plus ridicules. C'était une voix dépouillée de toute chaleur, de toute histoire commune. J'ai besoin que tu écoutes très attentivement. L'oncle Édouard est décédé. Mon cœur s'est serré. Édouard était une figure lointaine, presque mythique dans la famille de Richard. Un reclus riche et excentrique, vivant dans un immense château près de Bordeaux. Nous ne l'avions rencontré qu'une seule fois, lors d'une réunion de famille tendue, il y a 10 ans. Oh, Richard, je suis tellement désolé. Ne le sois pas, il m'a coupé. La froideur dans sa voix était maintenant entrelacée avec autre chose, quelque chose de tranchant et de métallique. C'était le son d'un triomphe pur, sans mélange. Il m'a tout légué. Toute la fortune. On parle de 800 millions de dollars. J'étais anéanti. Le chiffre était si vaste, qu'il en devenait vide de sens. C'était comme essayer d'imaginer la distance jusqu'à la Lune. C'était un chiffre pour les autres, pour les gros titres, pas pour nous. Quoi? Richard, tu es sérieux? Comment est-ce même possible? Mortellement sérieux, a-t-il dit, et je pouvais presque entendre le sourire arrogant se former sur ses lèvres. Et les choses vont changer vite. Ma vie est sur le point de décoller. Et franchement, tu ne fais pas partie du nouveau plan de vol. La métaphore était si corporative, si impersonnelle. Cela m'a fait l'effet d'une gifle. Plan de vol? Richard, de quoi tu parles? Nous sommes mariés. Étions, a-t-il corrigé, le mot agissant comme un scalpel coupant chirurgicalement 15 ans de vie commune. Je parle de divorce, Sophie. J'ai déjà fait rédiger les papiers par un grand avocat. Je veux que tu fasses tes valises et que tu aies quitté l'appartement avant que je rentre à la maison. Immédiatement, le silence stérile de mon bureau m'a semblé suffocant. Les colonnes soignées de chiffres sur mon écran se sont brouillées en gribouillis insignifiants. 15 ans. 15 ans à travailler tard pour payer nos factures. 15 ans à l'encourager après chaque échec, en lui disant que sa grande chance était juste au coin de la rue. 15 ans à me faire plus petite pour que son ego puisse avoir plus de place pour respirer. Tout cela effacé en un coup de fil de 30 secondes. Juste. Partir? Ai-je chuchoté, les mots restant coincés dans ma gorge. Mon monde entier basculait sur son axe. C'est ce que j'ai dit, a-t-il claqué, sa patience, que j'avais si soigneusement cultivée pendant plus d'une décennie, maintenant complètement disparue. Ma nouvelle vie m'attend. Ne sois pas un boulet. La ligne a été coupée. Je suis restée assise là,
le téléphone toujours pressé contre mon oreille, écoutant la tonalité. C'était le son le plus solitaire au monde. C'était le son de la fin de mon monde. Je savais que je devais rentrer. Je devais voir l'homme qui venait de me virer de ma propre vie. Le trajet du retour fut un exercice de calme forcé. Mon esprit, habituellement si ordonné, était un diaporama chaotique de notre vie ensemble. Je me suis souvenu de notre mariage, une petite affaire simple parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Je me suis souvenu de lui, riant de mon plan financier sur 5 ans, m'appelant sa petite comptable adorablement prudente. Je me suis souvenu de la piqûre de ses mots, année après année, érodant ma confiance. C'est juste un boulot, Sophie. Ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas une passion. Il n'a jamais compris que ma passion, c'était la stabilité, c'était de construire quelque chose de réel, quelque chose qui durerait. Mes mains se sont serrées sur le volant alors que le souvenir de la visite de l'oncle Édouard revenait, plus net cette fois, plus détaillé. Richard avait été insupportable, un pan se pavanant partout, lâchant des mots à la mode qu'il avait appris dans un podcast d'affaires. Il avait coincé Édouard, essayant de lui parler de portefeuille d'actions et de capital risque. Édouard avait écouté avec un sourire poli et impénétrable avant de s'excuser. Plus tard, j'avais trouvé Édouard sur la véranda, regardant le jardin. Je lui avais apporté un verre d'eau. Nous avons commencé à parler. Il n'a pas posé de questions sur Richard. Il a posé des questions sur moi. Il m'a interrogé sur les défis de ma profession, sur les dilemmes éthiques auxquels un comptable est confronté. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de réglementation, de responsabilité d'entreprise, de la façon dont les chiffres peuvent être manipulés pour raconter des mensonges. Il écoutait avec une intensité qui me donnait l'impression d'être vu, vraiment vu, pour la première fois depuis des années. Un bon comptable est la conscience d'une entreprise, avait-il dit. C'est une profession avec un noyau moral profond. Avant de partir, il avait pressé un petit objet lourd dans ma main. C'était un magnifique presse-papier en cristal sans défaut. Pour votre bureau, avait-il dit, les yeux pétillants. Pour vous rappeler que la clarté et l'intégrité sont les atouts les plus précieux. Ne laissez jamais personne les compromettre. Je l'avais toujours. Il trônait sur mon bureau à la maison, une présence silencieuse et solide dans une vie qui ressemblait soudain à des sables mouvants. Ce souvenir, si décalé, ressemblait à une étrange sorte de prophétie. J'ai secoué la tête, essayant de me concentrer. Je me suis garé et j'ai appelé ma sœur, Émilie. Ma voix s'est brisée alors que je lui racontais ce qui s'était passé. Il a fait quoi, a-t-elle hurlé, sa voix devenant un rugissement protecteur de pure fureur. Cette espèce de ver parasite ingrat. J'arrive. Non, attends. Tu viens ici tout de suite. N'ose pas passer une seconde de plus dans cet appartement avec ce monstre. Fais un sac. Juste l'essentiel. Ton ordinateur, tes documents importants, et cette peinture hideuse d'un bateau qu'il aime tant. Laisse-la. On s'arrangera pour le reste. Émilie n'avait jamais aimé Richard. Elle avait toujours dit que c'était un homme qui restait à l'ombre d'un arbre qu'il n'avait jamais arrosé. Entendre sa voix, si pleine d'une colère juste en mon nom, fut la première encre dans ma mer déchaînée. C'était la permission d'être en colère, une chose que je ne m'étais pas encore autorisé à ressentir. Quand j'ai franchi la porte de notre appartement, j'ai eu l'impression d'entrer dans la maison d'un étranger. L'air était lourd d'un nouveau parfum écœurant, une eau de Cologne hors de prix. Richard était là, faisant les 100 pas au milieu du salon. Il portait un nouveau costume, un bleu marine taillé sur mesure que je n'avais jamais vu auparavant. C'était le genre de costume qu'il regardait toujours en ligne mais dont il se plaignait de ne jamais pouvoir se l'offrir. Sur la table basse, à côté d'une bouteille de champagne qui, je le savais, coûtait plus cher que nos courses hebdomadaires, se trouvait une enveloppe blanche immaculée. Les papiers du divorce. Tu es là. Il a dit ça non pas comme une question, mais comme un constat. Il avait l'air différent. Plus grand, d'une certaine manière. Les lignes familières de son visage s'étaient durcies en un masque d'arrogance. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux étaient froids, calculateurs. C'étaient les yeux d'un homme qui venait de gagner à la loterie et qui coupait systématiquement les ponts avec tous ceux qu'il avait connus quand il était pauvre. J'ai eu ton appel, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je refusais de le laisser me voir m'effondrer. Bien. Ça gagne du temps, il a fait un geste vers les papiers. C'est très simple. J'ai demandé à mon avocat de faire ça proprement.
pas de pension alimentaire. Tu as ton travail après tout. On divise nos maigres économies en deux. Tu pars. J'ai été plus que généreux. Généreux. Le mot était si absurde, si tordu, que c'en était presque drôle. J'ai regardé autour de l'appartement que nous avions construit ensemble. Le parquet éraflé que nous avions poncé nous-mêmes lors d'un long week-end de sueur. La bibliothèque que j'avais minutieusement organisée par genre et par auteur. La légère odeur de lavande du diffuseur que je laissais toujours allumé pour calmer son tempérament artistique. Tout cela m'était arraché, et il appelait ça de la générosité. 15 ans, Richard, ai-je dit doucement, un dernier plaidoyer pour un brin de décence. Je ne mérite même pas une vraie conversation? Une explication en face à face? Il a ri. Un son court et l'équi a résonné dans la pièce soudainement trop grande. Une conversation? Sophie, toi et moi n'avons plus rien à nous dire. Nos mondes ne sont plus compatibles. Tu penses en termes de tableurs et de budgets équilibrés. Je suis sur le point d'entrer dans un monde de jets privés, de salles de conseil, d'un calibre de personnes différents. Tu ne t'y intégrerais pas. Ton manque d'ambition serait un embarras. C'était encore là. Mon manque d'ambition. La phrase qu'il avait utilisée pendant des années pour éroder mon estime de soi. L'ambition qui avait payé ce toit au-dessus de nos têtes. L'ambition qui avait financé ces 3 dernières startups ratées. L'ambition qui nous avait maintenus à flot pendant qu'il poursuivait ses fantasmes. Une bouffée de colère a grimpé le long de mon cou, mais je l'ai refoulée, la compressant en un diamant dur et froid de détermination. Il ne valait pas ma rage. Je me suis dirigé vers la table, j'ai pris le stylo, et j'ai regardé la ligne de signature. Mon nom, Sophie Dubos, bientôt juste Sophie tout court. J'ai pensé aux longues nuits où j'étais resté debout pour l'aider avec ses plans d'affaires, aux événements familiaux auxquels j'avais assisté seul parce qu'il faisait du réseautage. J'ai pensé à tous les sacrifices, à tous les compromis, à tout l'amour que j'avais versé dans cet homme, dans ce mariage. Tout cela se résumait à ceci. Une signature froide sur un document légal conçu pour me jeter aussi efficacement que possible. Avant de signer, je l'ai regardé dans les yeux. Tu sais, j'ai toujours pensé que ta plus grande peur était l'échec. J'avais tort. C'est d'être insignifiant. Et tu penses que cet argent te rend significatif, mais ce n'est pas le cas, Richard. Il te rend juste riche. J'ai signé. Un trait net et décisif. J'ai levé les yeux vers lui. Profite bien de ta nouvelle fortune, Richard. Il a semblé momentanément déconcerté par mon calme, mais a rapidement récupéré, son ricanement revenant. Oh, je le ferai, a-t-il dit. Maintenant, prends tes affaires. J'ai un agent immobilier qui me fait visiter un Penthouse avec vue sur la tour Eiffel dans 1 heure. Le temps, c'est de l'argent, tu sais. Il a tenu la porte ouverte et a fait un geste impatient alors que je sortais avec un seul sac de nuit, laissant 15 ans de ma vie derrière moi. Lorsque la porte s'est refermée avec un déclic, je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti un étrange et glaçant sentiment de clarté. L'homme que j'avais épousé avait disparu. Peut-être n'avait-il jamais vraiment été là du tout. La première nuit chez Émilie a été un flou de choc et de vin. Elle m'a laissé parler, m'a laissé pleurer, m'a laissé assise dans un silence stupéfait. Elle n'a pas offert de platitude ou de faux espoirs. Elle a juste offert sa présence, et c'était tout. Sa plus grande perte n'est pas l'argent qu'il pense obtenir, a-t-elle dit, sa voix féroce. C'est toi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange sens du but. Le chagrin était toujours là, un poids lourd dans ma poitrine, mais à côté, il y avait autre chose, une résolution froide et dure. Richard pensait que j'étais un boulet. Il pensait que je n'avais aucune ambition. J'allais lui montrer. Plus important encore, j'allais me le montrer à moi-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Sa lueur familière était un petit réconfort. Depuis des années, je voulais suivre un cours de certification avancée en finance d'entreprise et en gestion des risques. C'était une qualification de haut niveau, le genre qui ouvrait les portes des postes de direction. C'était cher et chronophage, et Richard m'en avait toujours dissuadé. Pourquoi s'embêter, disait-il. Ton petit boulot de comptable est assez stable. Ne fais pas de vagues. J'ai trouvé le cours en ligne. J'ai regardé les frais de scolarité. C'était raide. Cela prendrait une partie importante de ma moitié de nos économies.
Pendant une seconde, j'ai hésité. La comptable prudente en moi criait que c'était un risque inutile. Puis j'ai pensé au visage ricanant de Richard, au fait d'avoir été traité de boulet. J'ai cliqué sur s'inscrire. J'ai tapé mes informations de carte de crédit. J'ai payé les frais. C'était la première décision majeure que je prenais entièrement pour moi-même depuis très longtemps. C'était comme respirer à nouveau après avoir été sous l'eau pendant des années. J'ai passé les 2 jours suivants enfoui dans les supports d'études. Le premier module portait sur la comptabilité judiciaire, la détection de la fraude, le démêlage de toiles financières complexes. C'était un puzzle, et j'étais doué pour les puzzles. Je renouais avec une partie de mon cerveau que j'avais laissée en sommeil trop longtemps. La partie qui aimait les problèmes complexes, qui s'épanouissait dans la logique et la stratégie. C'était grisant. Pendant ce temps, par le biais d'amis communs qui essayaient maintenant maladroitement de naviguer entre leur loyauté, j'ai entendu parler des exploits de Richard. Il avait organisé une fête somptueuse dans un hôtel haut de gamme, racontant à tout le monde son héritage massif. Il avait versé un acompte non remboursable pour une Porsche flambant neuve. Il vivait la vie d'un millionnaire avant même que le premier dollar n'ait été validé par la succession. C'était imprudent. C'était arrogant. C'était tellement typique de Richard. Le 3e jour, alors que je faisais une pause dans mes études, un coursier a livré une lettre. Elle m'était adressée, à l'adresse d'Émilie. L'enveloppe était épaisse, en papier cartonné crème, avec le nom d'un cabinet d'avocats prestigieux de Bordeaux embossé en élégantes lettres dorées au dos. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Le langage était formel, précis. C'était une demande formelle de ma présence à une réunion concernant la succession et les dernières volontés de M. Édouard Dubos. Il était mentionné que ma présence était essentielle pour la clarification de certaines clauses testamentaires. Mon sang s'est glacé. Pourquoi me contactait-il? Le divorce était frais, mais peut-être pas finalisé aux yeux de la loi. Est-ce que Richard essayait de tenter quelque chose? Y avait-il une loi conjugale obscure qui lui donnait droit à mes futurs revenus, même à mon maigre salaire? J'ai montré la lettre à Émilie. C'est bizarre, a-t-elle dit, les sourcils froncés. Clause testamentaire. Pourquoi l'avocat de son oncle te contacterait-il directement? Tu dois y aller. Mais je viens avec toi. Tu n'affronteras pas ça seul. Le trajet en train vers Bordeaux fut éprouvant pour les nerfs. Tous les scénarios possibles défilaient dans ma tête, chacun pire que le précédent. Richard essayait-il de prétendre que je lui devais quelque chose? Était-ce un piège légal pour me faire signer d'autres droits? J'ai serré mon sac à main où j'avais glissé le presse-papier en cristal comme porte-bonheur. Son poids solide et frais était un petit réconfort dans un monde devenu fragile et imprévisible. Le cabinet d'avocats était exactement ce à quoi on s'attendait, vieux, imposant, et sentant le cuir, la cire et l'argent de plusieurs générations. On nous a fait entrer dans une grande salle de conférence avec une table en acajou poli qui reflétait nos visages anxieux. Un homme à l'air sévère, dans un costume parfaitement taillé, s'est présenté comme Maître Leblanc, l'avocat personnel d'Édouard depuis plus de 40 ans. Merci d'être venu dans un délai si court, madame, a-t-il dit, son ton formel et impossible à lire. J'ai été surprise d'être contacté, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. Mon ex-mari, Richard, est le bénéficiaire du testament de son oncle. Maître Leblanc a ajusté ses lunettes. Il m'a regardé avec une expression neutre qui semblait étrangement plus intimidante qu'un froncement de sourcils. C'est ce dont nous sommes ici pour discuter. Le testament de M. Dubos est non conventionnel. Il contient certaines stipulations, des clauses conditionnelles qui devaient être résolues avant que la succession ne puisse être réglée. Mon cœur martelait contre mes côtes. Stipulation. M. Dubos a stipulé dans un codicile privé que son héritier doit non seulement être un parent par le sang, mais doit également faire preuve d'un caractère intègre, de prudence, et d'une compréhension de la véritable valeur de la richesse, pas seulement de son montant monétaire. L'avocat a continué, sa voix égale. À ce titre, M. Dubos a initié un protocole d'évaluation de caractère avant son. Enfin, avant maintenant. Je le fixais, complètement perdu. Une évaluation de caractère? Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots remplir la pièce. Un test, si vous voulez. Il voulait être certain que l'œuvre de sa vie serait un héritage, pas un billet de loterie. Cependant, il y a quelqu'un qui peut expliquer cela bien mieux que moi. Il a fait un signe de tête vers une grande porte en chêne sur le côté de la pièce.
La porte s'est ouverte et l'oncle Édouard est entré. Il n'était pas un fantôme. Il n'était pas mort. Il était bien vivant, élégant dans une veste en tweed, un sourire ironique et apologétique jouant sur ses lèvres. J'ai haleté, une inspiration brutale. Émilie a serré ma main si fort que j'ai cru que mes os allaient craquer. Mon esprit vacillait, essayant de relier les points. Sophie, a dit Édouard, sa voix chaleureuse et familière, tranchant à travers ma confusion. C'est un plaisir de vous revoir. Veuillez pardonner la mise en scène. C'était, je vous l'assure, un mal nécessaire. Je ne pouvais pas parler. Je le fixais juste, mon esprit étant un tourbillon de questions. Vous voyez, a continué Édouard en prenant place en bout de table, je sais depuis longtemps que mon neveu Richard me voyait non pas comme de la famille, mais comme un compte en banque ambulant. Je n'ai pas d'enfant à moi, et je ne pouvais pas supporter l'idée que l'œuvre de ma vie, tout ce que j'ai construit à partir de rien, soit dilapidé par un garçon avide et stupide. Alors j'ai conçu un test. Il m'a regardé, ses yeux bienveillants mais perçants, les yeux d'un homme à qui rien n'échappait. Mon avocat a informé Richard de mon décès et de l'héritage. Je voulais voir ce qu'il ferait. Ferait-il son deuil? Serait-il prudent? Honorerait-il la femme qu'il avait soutenue pendant 15 ans, le socle de sa vie? Il a soupiré, un son profond et déçu. Il a échoué de manière spectaculaire. Il a révélé sa vraie nature avec une rapidité et une cruauté que même moi j'ai trouvée choquante. Pour la promesse de l'argent, il a jeté l'atout le plus précieux qu'il ait jamais eu. Il a fait une pause et son regard a croisé le mien, le soutenant. Et vous, Sophie? Vous, qui l'a traité de personne sans ambition. Vous, qui l'a rejeté sans une seconde pensée. Lors de notre unique conversation il y a des années, vous avez parlé avec tant de passion d'éthique, de responsabilité. Vous avez compris qu'un bilan est aussi l'histoire des choix moraux d'une entreprise. Vous avez fait preuve de plus de grâce, de dignité et d'intégrité face à sa cruauté qu'il n'en a montré dans toute sa vie. Maître Leblanc s'est raclé la gorge et a fait glisser un nouvel ensemble de documents sur la table vers moi. Ils étaient épais, reliés par un ruban bleu. Selon le codicile final et contraignant du testament de Monsieur Dubos, qui est activé par l'échec définitif de Richard au protocole d'évaluation de caractère. La seule et incontestée héritière de toute la fortune Dubos, de tous les 800 millions de dollars, des propriétés et de la participation majoritaire dans les entreprises Dubos. C'est vous, Sophie. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le battement frénétique de mon propre cœur. Ce n'était pas à propos de l'argent, pas vraiment. C'était la validation. C'était la réalisation stupéfiante, bouleversante, que quelqu'un, quelque part, avait vu ma valeur tout ce temps. Le dévouement silencieux, la loyauté constante, l'intégrité dont Richard s'était moqué. Cet homme, cet inconnu pratique, l'avait vu et l'avait jugé inestimable. Alors que je traitais cette vérité impossible, mon téléphone, que j'avais posé face contre table, a vibré avec un texto d'un ami commun. J'y ai jeté un coup d'œil. C'était une photo. Elle montrait Richard à genoux au milieu d'une concession Porsche étincelante. Son visage était un masque de pure horreur. La légende disait, OMG, la carte de crédit de Richard vient d'être refusée pour une voiture à $1 million. Il hurle sur quelqu'un au téléphone. Il vient de s'effondrer. Le test était terminé. Sa nouvelle vie s'était évaporée avant même d'avoir commencé. Ma nouvelle vie, une vie que je venais tout juste de commencer à construire pour moi-même selon mes propres termes, était sur le point de changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La première chose que j'ai faite a été de bloquer le numéro de Richard. Le barrage de textos et de messages vocaux frénétiques et désespérés qui a suivi, un cycle pathétique et croissant de menaces, d'excuses et de supplications, était un bruit dont je n'avais plus besoin dans ma vie. Je n'avais pas besoin d'une confrontation finale. Ses propres actions étaient son jugement. Mon silence était ma victoire. Édouard a été plus qu'un bienfaiteur. Il est devenu un mentor, un ami, la figure paternelle que je n'avais jamais vraiment eue. Il a été ravi de découvrir que mes connaissances comptables ennuyeuses étaient exactement ce qu'il fallait pour rationaliser son empire. Il a vu l'esprit vif et stratégique que Richard avait tant essayé d'étouffer. Il m'a invité dans son château, non pas comme une invitée, mais comme une partenaire. Nous avons passé des semaines à passer en revue l'entreprise et, pour la première fois, j'ai senti que mes compétences professionnelles n'étaient pas seulement valorisées, mais célébrées. Il a proposé de m'adopter formellement, pour me donner le nom qui accompagnait la fortune.
J'ai accepté. Je suis devenue Sophie Duboss, non par mariage, mais par mérite. Les années suivantes furent un tourbillon de travail acharné et de découvertes. Je n'ai pas acheté de pentouses ni de voiture de sport. Le premier gros chèque que j'ai signé a été pour rembourser l'hypothèque d'Émilie, un moment larmoyant et joyeux qui avait plus de valeur que n'importe quel objet de luxe. Le deuxième a été pour créer une fondation. Cela fait 5 ans maintenant. La fondation Duboss Clarity, nommée d'après le presse-papier par lequel tout a commencé, est l'œuvre de ma vie. Nous fournissons des fonds de démarrage, des prêts à faible taux d'intérêt et du mentorat aux femmes de plus de 40 ans qui veulent lancer leur propre entreprise. Nous investissons dans les rêveuses sans ambition, les bâtisseuses à la main sûre, les femmes à qui l'on a dit qu'elles avaient dépassé la fleur de l'âge. Je peux voir cette lueur dans leurs yeux quand quelqu'un croit enfin en elles. C'est un regard que je connais bien. Nous investissons dans des femmes comme moi. J'ai retrouvé l'amour. Il s'appelle Antoine, un architecte brillant et gentil que j'ai rencontré lors de la conception du nouveau siège de notre fondation. Il m'aime pour mon esprit, pour ma passion, et pour les blagues terribles que je raconte quand je suis fatigué. Il a été attiré par mon travail avant même de connaître l'étendue de ma richesse. Notre partenariat est celui de vrais égaux, construisant quelque chose ensemble. Quant à Richard, j'ai entendu dire qu'il a fini par payer ses dettes après s'être déclaré en faillite. Il a déménagé dans une petite ville du Nord, a obtenu un emploi modeste à la gestion d'une association locale à but non lucratif, et a épousé une institutrice nommée Julia. Émilie l'a vu une fois entraîner une équipe de football pour enfants un samedi matin. Elle a dit qu'il avait l'air content, calme, plus petit, d'une certaine manière, sans la fanfaronnade. J'espère qu'il l'est. J'espère que le fait de tout perdre lui a appris ce qui a vraiment de la valeur. Parfois, je regarde ce presse-papier en cristal sur mon bureau, dans mon grand bureau lumineux surplombant la ville. C'est un rappel. Un rappel que l'argent ne change pas qui vous êtes, il ne fait que le magnifier. Pour Richard, cela a magnifié son avidité et son insécurité. Pour moi, cela a magnifié une force que je commençais à peine à réaliser que j'avais. Il pensait que 800 millions de dollars lui achèteraient une nouvelle vie, mais tout ce que cela a fait, c'est révéler la pauvreté de son caractère. Et pour moi, tout perdre était la seule façon de pouvoir vraiment tout gagner. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. C'est encore fou de penser à quel point tout peut changer en un seul instant. Je dois vous demander, les amis, avez-vous déjà vécu un moment, grand ou petit, qui a révélé le vrai caractère inattendu de quelqu'un? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais lire vos histoires. Et si vous avez aimé ceci, s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous pour en voir plus. Cela aide vraiment.